Clémenceau, Landru et les théories du complot, une causerie de Bruno Fulini donnée au musée Clémenceau le 13 juin 2023, autour de l'exposition Focus, Clémenceau et la justice, et déclinée en podcast. Épisode 2, Landru, d'escroc à tueur en série. En fait, s'il y a un point de rencontre entre les deux hommes, c'est l'arrestation. C'est l'arrestation, et cette arrestation qui aurait dû être, je vous le disais, portée au crédit de Georges Clémenceau, pour deux raisons. D'abord, parce que cette arrestation a lieu le 12 avril 1919. Clémenceau est président du Conseil au moment où la police met la main sur un individu suspect dont l'enquête va révéler que, même s'il agit sous des faux noms, il est Landru, et que ce Landru est à l'origine de, je vous l'ai dit, une dizaine de disparitions. Simplement, tout ça, on ne va le savoir que petit à petit. On va le savoir que petit à petit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas l'effet médiatique qu'a généralement l'arrestation d'un ennemi public, l'arrestation d'un personnage recherché. Donc même si cette arrestation a lieu, au fond, Clémenceau, comme vous le savez, est de nouveau président du Conseil de novembre 1917 à janvier 1920. En avril 1919, on aurait dû saluer, au fond, l'exécutif au sens large, le président du Conseil et sa police, mais sur le moment, l'arrestation passe inaperçue. Le week-end qui suit, il y a un journaliste qui sort un grand papier, bourré d'erreurs, mais qui donne déjà des indications, mais on est encore très très loin de se douter de la richesse de cette affaire. Il va falloir en fait plus de 2 années d'instruction pour arriver au procès. Il va y avoir 28 audiences, ce qui est considérable, même pour un procès d'assises. Et donc Landru sera exécuté presque 3 ans en fait après son arrestation. Mais surtout, là j'évoque l'arrestation de Landru, donc lorsque Clémenceau est président du Conseil pour la seconde fois. Mais surtout, si Landru a été arrêté, c'est parce que Clémenceau, lors de son premier passage à la présidence du Conseil, entre 1906 et 1909, a créé les fameuses brigades mobiles, ce que nous appelons maintenant les brigades du Tigre. Donc une police radicalement différente, moderne, mieux organisée, mieux équipée que les forces traditionnelles, la préfecture de police, les polices municipales, la gendarmerie, les gardes champêtres, tous ces gens qui ne communiquaient pas entre eux, qui utilisaient des moyens d'action un petit peu dépassés et dont se riaient les bandes organisées qui sévissaient à travers la France. Eh bien, ces brigades du Tigre, elles ont un bon niveau de formation, elles ont un bon niveau d'équipement, elles ont aussi une motivation particulière. Et c'est ça qui va faire la différence. Aussi incroyable que cela puisse paraître, Landru, au départ, est un simple escroc. À l'origine même, moi, j'aurais pu peut-être ajouter dans les points de rapprochement forcés une croyance au progrès, en fait, puisque Landru est aussi un inventeur. Il a rêvé de s'enrichir, de mettre au point quelque chose de nouveau. Il est l'un des précurseurs de ce que nous appelons aujourd'hui les mobilités douces, puisque partant d'un vélo, il a eu l'idée de le motoriser. Il a même déposé un brevet pour une motocyclette qui s'appelle la Landru, dont un prototype existe et qu'un collectionneur a restauré, qui roule, qui marche, qui fonctionne. Le brevet est toujours conservé à l'Institut national de la propriété industrielle. Il existe des publicités que Landru a publiées en 1899 dans la perspective de la grande expo universelle de 1900, avec l'idée qu'il trouverait des investisseurs, qu'il développerait son invention, qu'il deviendrait un industriel riche et respecté et qu'il accomplirait ainsi, au fond, la promesse qu'il incarnait pour ses parents, Henri Désiré Landru, appelé à prolonger les efforts de ses parents. Son père était un simple chauffeur, et sans jeu de mots, et bien lui deviendrait un constructeur et un industriel. Et il a échoué parce qu'il n'est pas évidemment le seul à avoir eu l'idée de motoriser un deux roues et parce qu'il n'a pas eu soit le talent, soit les contacts, soit l'entre-gens qu'il fallait pour trouver des investisseurs et pour développer au plan industriel une telle invention. Alors Landru devient
devient un escroc, c'est-à-dire qu'il utilise son invention pour drainer des fonds, pour solliciter des partenaires industriels, commerciaux, des gens qui vont lui avancer de l'argent. Et à chaque fois, il disparaît avec la caisse, il disparaît avec les avances, avec les cautionnements, ce genre de choses. C'est des petites escroqueries assez minables, mais qui lui permettent d'abord de survivre, et ensuite, eh bien, d'assurer à sa famille et à ceux qui l'entourent, sinon la réalité, du moins l'apparence de cette réussite. Landru, c'est un escroc et un imposteur. C'est quelqu'un qui, alors qu'il n'a aucun diplôme, se présente. Alors, il a épousé une voisine de palier en lui expliquant qu'il était architecte, alors qu'il était simple commis dans un cabinet d'architecture. C'est pas tout à fait la même chose. Et puis, bon, la brave dame se retrouve enceinte. Elle reste avec ce beau parleur. Il aura 4 enfants. Landru est un bon citoyen en apparence. C'est un homme qui présente bien, propre sur lui, père de famille, père de 4 enfants. Il a aussi une maîtresse qu'il gâte, qu'il entretient. Il est tout à fait dans la norme de cette Troisième République. Il pouvait très bien voter radical, il n'y a aucun souci. Simplement, il a ce problème d'imposture. Il doit assurer une apparence bourgeoise à tout point de vue, mais évidemment, ça nécessite de multiplier les indélicatesses. Alors, une indélicatesse, 2 indélicatesses, ça peut passer au bout d'un moment, vous êtes quand même rejoint par la police. Il va donc être, comment dirais-je, arrêté, condamné pour des petites choses, mais il y avait, vous savez, la loi Waldeck-Rousseau qui faisait qu'en cas de récidive, vous risquiez la relégation, le bagne. Donc une succession de petits délits avec une condamnation de 3 mois et 1 jour, et c'était la Guyane. Ce qui fait qu'il va multiplier les escroqueries, mais sous des faux noms. Il va faire imprimer de fausses cartes de visite. Il va, comment dirais-je, pour échapper au bagne, il va agir sous un certain nombre d'identités, et il va utiliser, il aurait adoré évidemment les réseaux sociaux, mais à l'époque ce sont les petites annonces, et donc il utilise les petites annonces dans les journaux pour rechercher des dupes. Assez vite, il se rend compte qu'avec son apparence rassurante, cette onctuosité dont je vous parlais, il était particulièrement persuasif auprès des épargnantes. Et il va glisser insensiblement de l'escroquerie industrielle à l'escroquerie au mariage. Au lieu de proposer de construire des ateliers, des usines, de développer une motocyclette, eh bien, il va proposer le mariage, une nouvelle vie, un grand départ. Il ne ment pas complètement, mais vers les colonies ou vers les Amériques. Et c'est ainsi qu'il va traiter, mais presque professionnellement, ses cibles. Alors la presse va parler de l'homme aux 283 femmes. En fait, il était en relation par petites annonces interposées avec 283 correspondantes. Mais il ne les a pas toutes rencontrées, ni évidemment massacrées, heureusement. En fait, de façon extrêmement méticuleuse, pour ne pas dire professionnelle, il les classait. Et donc, les perquisitions ont permis de voir que les réponses aux petites annonces qu'il faisait paraître dans la presse ou dans le réseau d'une agence matrimoniale, eh bien, étaient classées en plusieurs tas. Alors, la pire des choses, évidemment, c'était la femme pauvre, affligée d'enfants. Là, c'est un premier tas, vraiment aucun intérêt. Ensuite, il y a la femme qui a des enfants de la famille, mais des biens. C'est quand même intéressant, mais c'est gênant. La première disparition est une double disparition. Je passe sur les détails, sinon je serais infiniment trop long, mais sa première victime est une femme qui vit avec un grand-fils de 17 ans. Les deux disparaissent, et à partir de là, Landru va comprendre qu'il vaut mieux chercher des personnes isolées. Faire disparaître un corps, c'est déjà du travail, deux, c'est beaucoup. Donc à partir de là, il va, dans ses classement, rechercher tout particulièrement les femmes totalement seules, veuves, sans enfants, ou alors il va s'efforcer de les isoler. C'est-à-dire il va faire en sorte que petit à petit elles se détachent de leurs amis, de leur famille, pour lui appartenir complètement. Et c'est à ce moment-là qu'elles disparaissent. Donc ce Landru, qui est au départ un escroc, est recherché pour récidive, mais recherché mollement. Et puis arrive la Grande Guerre. Là, donc c'est le moment aussi en 1914 où se fait la bascule. Vous pensez bien aussi que dans le Paris
de 1914 et des années suivantes, il y a très peu d'hommes. Landru, lui, est déjà suffisamment âgé pour échapper au métier des armes. Il se garde bien de se porter volontaire. Il va faire partie des rares hommes valides dans la capitale. Et donc, il va être un bon parti. Par ailleurs, la guerre va détourner la police de toute cette petite délinquance, des petits escrocs, des petits voleurs. Les forces de police sont avant tout, à ce moment-là, à partir de 1914 et jusqu'en 1918, dévolues à la chasse aux espions. Il y a même une véritable espionnite qui se développe, et donc on cherche des agents de l'Allemagne, des agents de l'Autriche, un petit escroc comme cela. J'ai pu consulter son dossier au ministère de l'Intérieur. On voit bien qu'il y a de temps en temps une petite mention, un petit tampon. Non, on ne sait pas où il est. Il n'y a pas de vraie recherche. Donc il est relativement à l'abri. La guerre lui rend service également parce qu'assez vite, une partie du territoire français est de l'autre côté du front, et donc il peut se présenter comme un industriel, ce qu'il rêve d'être, dont malheureusement les biens, les usines, la grande demeure, tout ça se trouve dans les Ardennes ou en Champagne, enfin relativement loin, et évidemment impossibilité de vérifier quoi que ce soit de l'autre côté du front. Il peut même ainsi se faire un peu choyer, plaindre, pauvre homme, victime de la guerre, mais quand la victoire viendra, et bien de nouveau il sera riche, et c'est décidément un très bon parti, ce monsieur, non pas Landru, mais Guillet ou toutes sortes de pseudonymes qu'il utilise.